Bienvenue dans M'endors pas, Stop Soumission Chimique, la série pour informer, comprendre, prévenir et surtout ne plus jamais se taire. Un podcast présenté par Caroline Darian. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir pour cette édition la professeure Coraline Ingré. Bonjour. Bonjour. Coraline, vous avez fondé la Maison de la Résilience basée à Nancy, qui est une structure assez récente, dont vous allez nous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, ce podcast et cette édition, on souhaite vraiment la dédier au psychotraumatisme pour mieux comprendre les mécanismes de psychotrauma. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et alors, j'avais envie de démarrer cette entrevue par une première question. Coraline, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences entre mémoire traumatique et amnésie traumatique? En tout cas, c'est des mots qu'on entend souvent un peu mélangés, mémoire traumatique, amnésie dissociative. Il faut se dire qu'il y a, d'une part, la question de ce qu'on enregistre pendant le trauma, la mémoire traumatique, qui va être à la fois des éléments de la scène, les couleurs, les visages, les choses de ce qui se passe, le lieu, et puis à la fois des éléments sensoriels, ce que je ressens en termes d'émotions, ce que je ressens comme poids, comme douleur dans mon corps. Ça, c'est la mémoire traumatique. Et la mémoire traumatique, du fait de phénomènes physiologiques et de biologie, elle peut être assez particulière. C'est-à-dire qu'on peut à la fois avoir des hyper détails sur des petites choses Mmh. et à la fois ne pas du tout avoir enregistré un certain nombre de choses autour de soi. Et puis, on peut avoir, c'est là qu'on rentre dans l'amnésie, des éléments où on a des trous, où on ne sait pas ce qui s'est passé. On parle d'amnésie dissociative ou d'amnésie traumatique. Et très souvent, c'est quand je ne peux pas parler de ce qui m'est arrivé, quand c'est dangereux, quand je suis pas crue, quand ça va amener des conséquences, et ben, le fait de ne pas me souvenir et puis surtout de me protéger de cette horreur-là, et ben, on peut mettre ça dans un coffre, dans un espèce de bunker où on met les souvenirs là et là, on a une amnésie traumatique. Ce n'est pas que le souvenir n'existe pas, c'est que je n'y ai pas accès pour me protéger. C'est ce qu'on appelle un mécanisme d'autoprotection. Exactement. Sur ce podcast, on traite bien sûr de ces sujets en lien avec un phénomène de société, un enjeu de santé publique et la soumission chimique. Mais qu'en est-il de l'amnésie pour les victimes qui ont été soumises chimiquement? Est-ce qu'il est possible de recouvrer ou de retrouver une forme de mémoire traumatique lorsqu'on a été soumis chimiquement? Alors, c'est une excellente question et il y a pas de réponse unique. On le sait, chez des victimes sans aucune soumission ou vulnérabilité chimique, déjà la mémoire traumatique est extrêmement complexe. On peut se souvenir énormément, ne plus se souvenir, souvenir de détails, oublier l'essentiel. Juste une question, est-ce que vous pouvez préciser, on l'avait déjà fait précédemment dans notre premier podcast avec le docteur Leila Chawachi, mais est-ce que vous pouvez juste repréciser ici la différence entre la vulnérabilité chimique et la soumission chimique? La vulnérabilité chimique, c'est être dans un état où on n'est plus vulnérable parce que, par exemple, on a pris de l'alcool, on a pris une drogue, on est dans un état consciemment et Voilà, de faire volontairement volontairement consommer. consommé. Dans la soumission chimique, nous n'avons pas conscience Mmh. d'avoir, à son insu, eu une administration d'une substance. Et parfois, les 2 sont associés Voilà. parce que quand on est dans un état de vulnérabilité chimique, on est malheureusement encore plus vulnérable, pour que quelqu'un profite de cette vulnérabilité à visée de soumission. Et donc si on a été soumis pardon, chimiquement, est-ce qu'on peut avoir la chance, à un moment donné, de pouvoir retrouver cette mémoire traumatique? Effectivement, la mémoire traumatique en cas de soumission chimique, ça va énormément dépendre de la molécule, de la dose de la molécule, de la vulnérabilité personnelle, Mmh. de l'association ou non à de l'alcool et on ne peut jamais savoir avec certitude si le matériel de la mémoire, le matériel mnésique, on dit, Oui, va être accessible un jour ou ou pas. pas. D'autant plus qu'il vient forcément être associé à tous ces mécanismes d'amnésie dissociative qu'on retrouve chez toutes les victimes, même sans aucune drogue. Donc oui, il y a du matériel, parfois. Parfois, il n'y a pas eu d'encodage Mmh. du fait de ces molécules qui ont empêché cet encodage, parfois totalement, parfois juste un peu. Je me souviens pas, je me souviens que de certains éléments et on va vraiment être dans le cas par cas et ce qui est important, c'est qu'on ne pourra jamais dire à une victime:
on va travailler ensemble et c'est sûr, tu vas te souvenir. On ne peut pas vendre Il ça. n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie du fait de la complexité à la fois de la drogue et à la fois de cette mémoire De ce particulière. mécanisme. En tant que psychiatre, comment est-ce que, d'ordinaire, avec vos patients, vous définissez, vous abordez le sujet du, psychotraumatisme avec des mots simples? Mhm. Ben, un psychotrauma, c'est un événement où on a vécu une perte d'intégrité physique, soit à cause d'une blessure, soit à cause d'une agression physique, mais aussi une infraction psychique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un moment de terreur, d'effroi, de peur. On est souvent sur des événements très intenses, violents, mais on peut aussi avoir des répétitions. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les agressions physiques, évidemment, les agressions sexuelles, hein, qui font partie de ces psychotraumas très importants, et on va retrouver des accidents, des catastrophes naturelles, etc., qu'on peut retrouver. Et puis, on va avoir tout ce qui est de l'ordre du harcèlement, de la maltraitance répétée, qui font des psychotraumas. Et quels sont les symptômes, visibles ou invisibles, liés au psychotraumatisme? Il est important aussi de définir qu'est-ce qui fait ou non la gravité d'un Voilà. événement Oui. psychotraumatique. En fait, et c'est important dans le cas de la soumission chimique d'avoir en tête 4 dimensions. Qu'est-ce qui se passe quand je subis quelque chose? Qu'est-ce qui va faire qu'on est plus ou moins à risque d'être traumatisé? C'est la question de l'intention. Est-ce que dans une catastrophe naturelle, personne n'a eu l'intention de vous faire du mal? Ouais. Dans une agression interpersonnelle, il y a l'intention. Dans le cas de la soumission chimique, cette intention de faire du mal est préméditée et extrêmement importante. Donc, on sait bien, et les études le montrent, qu'un trauma où il y a eu intention de me Ouais, nuire ouais. est plus à risque de développer des symptômes que une catastrophe qui arrive. Ça, c'est la première chose, ou qu'un accident involontaire. La deuxième chose, on a plus de risques de se sentir, traumatisé et de développer des troubles post-traumatiques si on n'a pas eu de contrôle sur ce qui se passait, si on était complètement impuissant. On y reviendra tout à l'heure dans les signes de dissociation, mais se sentir impuissant, quand on est en vulnérabilité ou en état de soumission chimique, alors là, on est au comble, évidemment aussi, de l'impuissance et du fait de ne pas pouvoir réagir à ce moment-là. Donc, on le sait, c'est aussi un facteur de gravité. La troisième dimension, qui fait qu'un trauma est potentiellement plus grave, c'est les réactions de l'entourage. Est-ce que je suis crue? Est-ce que je suis Entendu. entendue? Ou est-ce que mais non, ce n'est pas possible, mais arrête, tu racontes n'importe quoi, etc. Et quand je ne suis pas entendue, quand je ne suis pas crue par mes proches, par la justice, par les policiers, par les médecins, on a une gravité du Supplémentaire. trauma supplémentaire très importante qu'il faut avoir en tête. Et la quatrième dimension, c'est est-ce que le corps est atteint? Et qu'est-ce qui fait que les violences sexuelles sont les violences qui entraînent le plus gros taux de troubles de stress post-traumatique? C'est qu'on vient toucher à l'intimité la plus profonde des victimes. De la victime. Pour en venir aux symptômes, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez juste nous lister, ou nous décrire simplement, les symptômes, les plus prégnants, ceux qui sont les plus, récurrents lorsqu'on est victime, d'un psychotraumatisme? On a d'une part ce qui se passe en aigu, c'est-à-dire je suis en train de vivre une agression, typiquement une agression sexuelle. Je vais avoir des mécanismes qui vont se mettre en place et trop longtemps, on a parlé de mécanismes inadaptés, alors que c'est pas le cas du tout. Ouais. Il va y avoir ce qu'on appelle la dissociation Voilà. péritraumatique. Qu'est-ce que c'est que cette Qu'est-ce dissociation? que c'est que ce terme dont on entend beaucoup parler? Mais qu'il faut définir. Voilà. Alors, quand je suis en train de subir, une agression, on va avoir, par exemple, ce qu'on appelle la distorsion temporelle. Ça me paraît passer beaucoup plus lentement ou beaucoup plus vite que la réalité. Distorsion temporelle. On va avoir de la dépersonnalisation. Je suis en train de subir et beaucoup de victimes se disent: «Mais à un moment, je me suis sentie spectatrice. C'est ça. À un moment, j'étais au-dessus de moi. À un moment, je ne ressentais plus mon corps». Il y avait de l'anesthésie. Et puis, on nous rapporte très souvent des phénomènes de freezing. J'ai été immobile, j'ai été bloquée, soit de manière très figée, soit de manière toute molle. Et ça, pendant longtemps, on dit oui, bah, c'est du stress dépassé, c'est inadapté. Pas du tout, c'est extrêmement adapté. Pourquoi c'est adapté? Un, c'est censé vous protéger de l'agresseur. Mmh. Quand on est figé, on limite l'escalade Ouais. de l'agressivité. Première chose. Deux, ça nous protège
ça protège notre vie, tout simplement. Le fait de venir, par des mécanismes biologiques dans le cerveau, stopper ce cortisol, cette adrénaline, ça protège d'un risque cardiovasculaire, d'un D'accord. infarctus, d'un AVC. Donc ça me protège de l'agresseur, ça protège ma Ça vie. protège d'un ri non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Ce mécanisme physiologique, finalement, nous prémunit en tant que victime d'un arrêt cardiaque, d'un malaise, enfin, juste d'une perte de conscience. Alors oui, d'une perte de conscience, mais surtout d'un risque de mort, en Ouais, fait. On d'accord. pourrait avoir le cerveau humain et même le cerveau des animaux est extrêmement bien fait pour aller disjoncter et aller D'accord. couper ces mécanismes de peur et de réaction pour protéger la vie. Donc ça protège ma vie et enfin ça me protège moi. Pendant l'agression, si j'ai à un moment cette coupure qui est en train de se faire dans mon cerveau, qui me permet de ne plus ressentir mon corps, ça me protège de la douleur, qui me permet de ne plus ressentir mes émotions, ça me protège de cette horreur que je suis en train de Mmh. vivre et puis ça peut protéger ma mémoire en ne me permettant plus l'accès parce que je ne suis pas en capacité d'intégrer cette horreur qui vient de m'arriver. Donc ces réactions de dissociation, elles sont extrêmement protectrices et Et utiles naturel, et naturelles. Mais elles sont tellement source de culpabilité, par ailleurs. par ailleurs, pour les victimes qui se disent: «Mais j'ai pas réagi donc c'est de ma faute et j'ai pas crié» et cetera. Il y a vraiment des choses à déconstruire autour de ça et c'est hyper important. Justement, professeur Ingret, vous nous disiez, à la fois, vous nous décriviez un peu ce qui se passe sur des, symptômes aigus, mais qu'en est-il? C'est-à-dire que ce qui se passe, dans une temporalité très courte finalement, Exactement. mais qu'est-ce qui se passe par ailleurs pour les victimes, qui ont ces symptômes, plusieurs semaines, plusieurs, mois, voire même plusieurs années après? Dans le trouble de stress post-traumatique, on a 4 grands groupes de symptômes classiquement. Les intrusions et ça, c'est ce que le grand public connaît le mieux parce que dans les films, quand on Oui. représente un trouble de stress post-traumatique, on voit l'image du trauma qui revient en cauchemar, qui revient, en En flashback. reviviscence, en flashback. Donc ça, c'est un des groupes, mais on ne les retrouve pas toujours, d'autant plus si on a des fortes amnésies, dissociatives. On y reviendra. Ensuite, il y a les évitements. Ça, c'est hyper important et c'est un des symptômes clés qui est souvent un peu minimisé, c'est qu'on commence à éviter tout ce qui est en lien avec le trauma, par exemple le lieu où ça s'est passé, la personne, mais très régulièrement, il va y avoir une généralisation des évitements. Je vais éviter tous les hommes, je vais éviter toute relation sexuelle, par exemple, et je vais éviter d'être à l'extérieur parce que c'est potentiellement dangereux et ça détruit tellement la qualité de vie des victimes. Ouais. Ensuite, il y a l'hypervigilance. Qu'est-ce que c'est? L'hyperréactivité. Le cerveau reste en mode alerte. Il m'est arrivé quelque chose de très grave et la partie de mon cerveau qui est l'amygdale, elle reste en mode vigilance absolue. Reste vigilante, reste vigilante et si tu es vigilante en permanence, peut-être il ne t'arrivera plus rien. Bon, évidemment, la peur n'évite pas le danger, hein, et cette surgénéralisation de la peur amène des sursauts, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration. Et puis le quatrième groupe, c'est ce qu'on appelle l'altération de l'humeur et des pensées. Je suis nulle, c'est de ma faute, j'ai honte, je suis capable de rien. Donc ça, c'est les symptômes classiques du trouble de stress post-traumatique qui peuvent être associés aux symptômes de dissociation qu'on avait au début, de la dépersonnalisation. Je me ressens plus moi-même. Ça vient se cumuler Exactement. potentiellement avec les symptômes aigus. D'autant plus si les traumas se sont passés dans l'enfance de manière répétée. On parle de TSPT complexe, de troubles de stress post-traumatique complexe. Ouais. Et cette dimension de dissociation où tu vas avoir cette dépersonnalisation, cette déréalisation. C'est quoi la déréalisation? C'est le fait à un moment de percevoir ton environnement comme si tu étais dans un rêve, dans un cauchemar, comme si tu étais dans un brouillard, comme si tu étais spectatrice ou que les autres étaient des acteurs. C'est ces dimensions d'amnésie. Bah tiens, dans ma journée, il y a des moments où je sais plus ce qui s'est passé. Puis tiens, dans cette période de ma vie là, C'est flou. c'est complètement flou et je sais pas. On va retrouver ce type d'éléments. On peut même retrouver des éléments à type de voix interne, de sentiments de scission, de perte de contrôle. Donc tout ça, c'est des troubles de stress post-traumatique très souvent associés à des troubles du sommeil, avec des cauchemars ou sans, à des troubles du comportement alimentaire. Ouais. Énormément de victimes vont avoir des troubles du comportement alimentaire et quand elles se souviennent pas des traumas, ne font pas le lien. On va retrouver des automutilations, hein, des scarifications, des tentatives de suicide qu'on retrouve de manière très importante en cas de trauma. On peut retrouver des addictions. Ouais, le développement des addictions. Exactement. Et tout ça,
Et c'est là qu'on voit, hein, c'est pas simple parce que le Ouais, champ des troubles de stress post-traumatique, c'est il très est large. très, très large. Et Ouais. puis évidemment, des moments d'anxiété, et cetera. Il y a par ailleurs, souvent les victimes qui décrivent parfois des conduites à risque à la recherche de ce phénomène de dissociation, post-agression. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Carrément, et merci de me poser cette question parce que là encore, on est dans la source de la culpabilité de la victime et du discrédit de la victime, quelque chose de bien. Typiquement, dans ces comportements à risque, on peut retrouver chez des victimes de violences sexuelles des comportements d'hypersexualité. Or, tu vas me dire, mais bon, je viens de dire que la victime pouvait avoir C'était tendance à stratégique d'évitement, éviter, oui. et voilà. Et on va retrouver très souvent les 2 modalités, à la fois des périodes d'évitement, de rejet complètement de la sexualité, et puis souvent une partie qui a besoin de reprendre du contrôle et qui peut, dans l'hypersexualité, reprendre du contrôle, qui peut, à ce moment-là, complètement se Mmh. déconnecter de son corps et être dans cette dissociation-là, à ce moment-là, qui peut venir valider des pensées erronées: «De toute façon, je ne mérite que ça, je ne suis bonne qu'à ça», qui sont des choses qui ont été transformées à cause des traumas. On peut retrouver ça. On va retrouver aussi dans les conduites à risque, typiquement, la consommation d'alcool ou de drogue pour venir effectivement faire éteindre Ouais. cette anxiété, ce mal-être, ces émotions, essayer de chasser ces souvenirs par de l'alcool, par des drogues, dans des tentatives un peu d'automédication qui malheureusement amènent bien plus de Qui sont difficultés qu'autre délétères. chose. Et là, on ne doit pas culpabiliser les victimes à cause de ces comportements. On doit leur expliquer que c'est en lien avec leur vécu et qu'il y a réellement une explication à cela. Et rien que ça, c'est très important. Et qui a donc, la source du problème à aller régler. Exactement. Est-ce que, tous les troubles se manifestent chez, tous ces troubles-là, aigus ou au long cours, est-ce qu'ils se manifestent, chez, les victimes de soumission chimique, chez toutes les victimes de soumission chimique et dans quel délai? Excellente question. C'est très compliqué de pouvoir répondre. Tous ces troubles peuvent se manifester chez une victime de soumission chimique, qui va dépendre énormément de: est-ce qu'elle a eu un doute à un moment sur le fait qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il y a des éléments de souvenirs partiels ou pas? Et on va retrouver exactement la même symptomatologie. Et puis parfois, il ne se passe rien pendant des années. Et puis à un moment, tu sais, je parlais tout à l'heure de ce coffre-fort qui Coffre-fort. est voilà. Et ben, le coffre-fort, il commence à fuir, il commence à s'ouvrir, où il y a des clés. Je me retrouve à un endroit, il y a un son, il y a une odeur qui met une clé dans ce coffre-fort, puis il y a un peu de contenu qui apparaît, et oup, ça repart. Et on va comme ça avoir des très souvent, on parle de petites levées d'amnésie qui va, amener, des prises de conscience. Mais très souvent, on va retrouver, même chez les victimes qui ne se souviennent pas, déjà des formes de malaise, des troubles du comportement alimentaire, des troubles du sommeil, des phénomènes d'automutilation qui ont précédé ces levées d'amnésie. Comment est-ce que, finalement, les psychotraumatismes peuvent-elles être prises en charge du point de vue de la victime? Comment où est-ce qu'elle doit, d'abord où est-ce qu'elle doit s'adresser? Et puis même, d'un point de vue, purement, médical, comment ça se passe, la prise en charge de ces psychotraumas? Première chose hyper importante à se dire, c'est que ça se soigne, et on a des techniques aujourd'hui validées scientifiquement qui permettent de soigner Mmh. les psychotraumas. Ça, c'est quand même, quel qu'il soit, de l'inceste, des viols répétés, l'horreur, on peut se soigner. Parfois, le mot guérir est compliqué parce que ça ne signifie pas qu'on efface ce qui s'est passé. Autant la mémoire n'est pas capable du coup de gomme On magique. apprend à vivre avec. On peut vivre le quotidien sans être perturbé Mmh. par ça. Un trauma, c'est quoi? Un trauma, c'est un événement du passé horrible qui vient perturber ton présent, qui vient t'empêcher de vivre sereinement dans le présent par des souvenirs, par des symptômes, par un mal-être, par de la dissociation, et qui bouche l'avenir. Et à un moment, on peut réussir à remettre ce trauma dans le passé. C'est quelque chose qui m'est arrivé à moi, quelque chose d'atroce, mais qui m'est arrivé à moi dans le passé, et aujourd'hui, ça ne vient plus impacter. Alors, comment on fait? Mmh. Hem, il est prouvé, que les traitements médicamenteux, peuvent être très utiles, mais sont un peu moins efficaces que les thérapies. Donc il y a des thérapies telles que la thérapie cognitivo-comportementale d'exposition, Ouais, l'EMDR, ouais. qui ont des hauts niveaux de preuve. Très souvent, on se retrouve à combiner, en fait,
une thérapie validée scientifiquement Et un traitement et médicamenteux. un traitement médicamenteux parce que dans le psychotrauma, ce qu'on appelle la comorbidité, c'est la règle, hein. Le fait d'avoir des symptômes dépressifs, anxieux, associés et ça peut permettre de réguler les émotions. Et ensuite, on va devoir travailler à une exposition. Actuellement, les plus hauts niveaux de preuve, c'est sur l'exposition. Ça consiste en quoi? Et c'est vrai que c'est très important que les victimes le sachent. Ça consiste à se confronter à son passé pour arriver à l'intégrer. Mmh. Un petit peu comme un film d'horreur. Ouais. Quand tu vis un film d'horreur, c'est atroce. Quand tu revois le film d'horreur, c'est extrêmement difficile. Quand tu le revois 3 fois, ça reste extrêmement difficile. Quand tu le revois 15 fois, tu as au fur et à mesure ce qu'on appelle l'extinction de la peur, l'extinction émotionnelle. Donc, se confronter à ce passé avec des techniques peut permettre d'intégrer les choses. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut travailler sur les émotions, apprendre à réguler ses Mmh. émotions. Il va falloir aller cibler toutes les pensées dysfonctionnelles. Je suis nulle, c'est de ma faute, je suis capable de rien. Et on a un travail à faire. Travailler sur les relations avec les autres. Et puis travailler dans le quotidien. Apprendre à apporter des sources de plaisir, de satisfaction, d'hygiène de vie. Ça, c'est très important. Généralement, ces thérapies, elles durent combien de temps en moyenne? C'est très variable en fonction de s'il y a eu un événement traumatique, s'il y a eu des événements traumatiques dès l'enfance de manière répétée. La phase d'intégration sur un trauma unique peut être assez rapide en quelques séances. Mmh. Sur ce qu'on appelle, des traumas complexes, on est, souvent sur 2-3 années pour travailler, mais c'est très, très variable et puis, il faut vraiment se rendre compte qu'il y a différents temps. On peut ne pas être prêt à être dans la confrontation aux souvenirs traumatiques et pouvoir travailler sur ses émotions ou travailler à une meilleure qualité de vie dans le présent et c'est OK, parce qu'on n'est pas forcément prêt à se Ouais. confronter. Finalement, c'est une thé ces thérapies-là sont modulables. Exactement. Je suis sous mission chimique, je n'ai aucun souvenir. Comment je peux me soigner? C'est hyper important de se dire qu'on peut se soigner même sans avoir le souvenir. Je viens de t'expliquer qu'il faut se confronter au souvenir pour arriver à l'intégrer. Et bien heureusement, on peut se soigner d'un psychotrauma sans avoir du tout le La souvenir ou photographie. sans avoir les éléments. Et là, il y a plusieurs manières de travailler. Très souvent, en fait, on va travailler sur des vécus sensoriels, sur des émotions, sur des malaises qui Qui interviennent, viennent sur des polluer la vie courante. exactement. Mmh. Et ça va devenir notre cible. Donc ça, c'est quelque chose qui marche. Donc une chose importante, beaucoup de victimes me disent: «Mais je peux pas aller mieux parce que je me souviendrai pas» et un message important à se dire: on peut aller mieux, même sans se souvenir et on n'est pas obligé d'aller rechercher le souvenir pour aller mieux parce que parfois il n'existe pas à cause des drogues et parfois, moi, je dis toujours: «On doit respecter ce cerveau et ce mécanisme de protection». J'ai parfois des victimes qui me disent: «Bah, je me souviens, bah, voilà, typiquement, je me réveillais et j'avais le pyjama descendu. Je sais pas si c'est passé, je sais pas s'il y a eu ou pas viol» et moi je lui dis: «L'agression, elle a été là. Qu'il y ait eu ou non viol, l'agression, elle est là, je valide ça». C'est important de dire, c'est pas parce qu'on ne se souvient pas que ça n'a pas existé. Exactement et donc on va valider. Ce n'est pas parce qu'on ne se souvient pas que ça n'a pas existé. On a des faisceaux de certitude. Bah, voilà, le pantalon qui est descendu, on n'a pas de doute, mais bien au-delà, le corps en parle. S'il y a ce qu'on appelle ces hallucinations dans ces zones génitales, des sensations de Ouais. main, on sait que les choses ont eu lieu et on valide la victime, mais on valide aussi que son cerveau peut-être s'est protégé et qu'on va pouvoir avancer même si on ne souvient pas de tout et ça, c'est quelque chose d'hyper important comme message à passer. Vraiment, moi, je suis ravie, de faire cet épisode avec, toi, Coraline, parce que, je trouve que c'est quand même important, du point de vue du psychiatre, du spécialiste, de prêcher comme ça la bonne parole et de faire davantage de pédagogie sur cette thématique qui est encore assez peu démocratisée et rendue accessible auprès du plus grand nombre. Tu as, fondé en fait la Maison de la Résilience. Est-ce que tu peux, nous expliquer le concept de cette institution finalement qui vient de s'ouvrir, là, il y a quelques mois? La Maison de la Résilience, c'est un centre de traitement spécifique pour les victimes de violences sexuelles, quel que soit leur âge. Nous avions des centres et nous avons des centres psychotrauma sur le territoire, extrêmement performants, mais qui sont extrêmement débordés par les demandes, avec des moyens qui ne correspondent pas évidemment aux besoins. Et moi, à Nancy, j'avais
très, 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 très peu de moyens pour faire le psychotrauma de toute la Lorraine Sud. Et puis, je me rendais compte que parmi, mes patientes et mes patients, 80 avaient des vécus de violences sexuelles, inceste, Mmh. autres, dont certains dans le cas de soumission chimique. Pour une question un peu militante, ça me semblait vraiment important de sortir de l'ombre ces victimes, de violences, sexuelles. On n'a pas à avoir honte de cela et donc faire un centre spécifique pour ces victimes, c'est aussi de venir valider la Mmh. réalité et venir amener l'idée importante que même sur des violences sexuelles très graves, très répétées dès l'enfance, l'espoir est possible et des thérapies existent. Est-ce que tu peux juste nous définir ce que signifie le mot résilience pour les personnes qui nous écoutent? La résilience, ce mot, au départ, il vient de l'agronomie. C'est une plante qui a subi le gel, donc un stress intense, hein, et qui, malgré tout, va arriver la saison suivante à pousser et à se développer. C'est-à-dire que suite à de la violence, voilà, qui était le froid, mais qui est de la violence interhumaine, il y a la capacité de se réparer et de continuer à croître malgré ce qui s'est passé. Ça, c'est le concept de base et qui est très bien décrit par Boris Cyrulnik, mais Oui. à la base, ça vient de l'agronomie. Et donc, une métaphore que j'adore autour de la résilience et je trouve qu'il parle beaucoup, c'est le kintsugi, un art japonais. De quoi il s'agit? Vous savez, les Japonais, quand ils ont des céramiques, une poterie, un vase ou un bol qui casse, au lieu de jeter cet objet qui a cassé, ils vont lui restaurer une fonctionnalité. C'est-à-dire, j'ai vécu quelque chose d'atroce, il faut quand même que j'arrive à refonctionner au quotidien. En l'occurrence, à contenir de l'eau pour ce bol. Donc, ils vont réparer en faisant des sutures Mmh. pour recoller ce bol. Mais ils ne s'arrêtent pas là. En fait, la manière dont ils le réparent, c'est avec des métaux précieux, très souvent de l'or. Et c'est-à-dire que l'objet, d'une part, restaure sa fonctionnalité, je peux continuer à vivre ma vie, si on fait le parallèle, et à la fois, les cicatrices sont visibles, personne ne peut effacer ce qui a été vécu. Personne n'a Mmh. de gomme magique. La cicatrice, elle est là, mais elle est Elle sublimée est sublimée par par la l'or. matière. Ouais. Et c'est vraiment l'idée de on peut continuer à vivre, on peut continuer à vivre sans être pollué par ce passé. Parfois, et c'est pas du tout une obligation, on a des personnes qui ont même une croissance post-traumatique, c'est-à-dire qui ont l'impression d'avoir grandi grâce à ça. C'est pas un but, hein. Parfois, ça arrive et c'est très bien et c'est tout ça la résilience. La Maison de la Résilience, elle propose quel type d'accompagnement pour les victimes qui se tournent chez vous, en fait? En fait, on propose, ce qu'on appelle des soins intensifs, limités dans le temps, pour permettre l'intégration, de ces éléments traumatiques. On est, un peu barré, il faut bien se dire ce qui est et on a un parcours qui s'appelle racines, tronc, branches, feuilles. Bon, Non, on mais est c'est dans imagé. l'agronomie, mais c'est imagé, c'est une manière en fait pour, les patients Les victimes et de pour s'approprier les aussi leur victimes parcours de de réparation. s'approprier, de comprendre, le parcours et d'avoir cet espoir de croissance et que la vie, elle reste possible. Alors en racine, on vient en fait faire un diagnostic. Aujourd'hui, qu'est-ce qui dans votre vie vous fait souffrir? Et donc on a tous les symptômes dont on a parlé et puis on a besoin vraiment d'une expertise sur les symptômes dissociatifs parce que tous les symptômes dissociatifs que j'ai pu évoquer tout à l'heure, malheureusement aujourd'hui, c'est des symptômes qui sont mal compris par beaucoup de médecins, par des psychiatres, par certains psychologues qui n'ont pas encore les niveaux de formation totalement là-dessus Mmh. et que ça sert souvent à discréditer la victime au lieu de l'accréditer. Donc nous, on a cette phase diagnostique. Ensuite, on a ce qu'on appelle le tronc, qu'importe. C'est 3 demi-journées où les patients en groupe, on va leur apprendre c'est quoi les psychotraumas, c'est quoi les violences sexuelles, c'est quoi les symptômes et c'est quoi les principes du traitement. On ne peut pas aller mieux si on ne comprend pas ce qui nous arrive. Tout le monde arrive à je suis faible, je suis fou, c'est pas normal. Non, ce que tu vis est normal. C'est des troubles que l'on connaît, qui sont fréquents. Les aider à métaboliser. Exactement. La compréhension, Mmh. c'est déjà la première étape pour pouvoir s'engager dans des soins. Et puis ensuite, on voit avec eux si c'est le bon moment ou pas d'aller se confronter aux sensations, aux souvenirs et d'aller intégrer les choses. Et il faut être honnête, c'est pas le bon moment pour tout le monde
et c'est OK. Et c'est pour ça qu'on demande à ce qu'il y ait un suivi extérieur qui travaille la régulation émotionnelle, les relations aux autres, les pensées, pour que nous, on puisse prendre un maximum de victimes dans cette phase qui va tout changer dans leur trajectoire de vie. Et on attend que ce soit le bon moment et on peut faire des pauses, on peut recommencer. Et là, on commence des soins qu'on appelle fleurs, mais qu'importe, qui sont des soins intensifs où quand la personne, elle vient sur des demi-journées, elle rencontre pas un professionnel, mais le psychologue, le psychomotricien qui vient travailler à ancrer dans le corps les choses, l'assistante sociale, la juriste, le médecin, Mmh. et on accompagne dans ces parcours Mais de vie. finalement, c'est un modèle d'accompagnement que tu as modélisé? Oui, en fait, c'est un petit peu l'expérience. Ça fait 15 ans que je travaille dans le psychotrauma et à essayer de voir quelles sont les actions les plus précises qu'on peut faire, à quel moment, pour aider la personne à vraiment changer quelque chose dans sa qualité de vie et sa trajectoire de vie. C'est assez horrible ce que je vais dire parce que j'aimerais me dire, on pourrait prendre en charge toutes les victimes et les suivre pendant des années et leur apporter une reconstruction complète. Malheureusement, c'est complètement illusoire. Il y a des millions et des millions de personnes qui ont été victimes d'inceste et Ouais. de violences sexuelles. Donc l'idée de ce centre, c'est vraiment d'apporter des soins spécifiques, d'éclairer, de diagnostiquer correctement et ça peut déjà tout changer, éviter, tout un tas de conséquences, d'informer Mmh. pour redonner du pouvoir, de l'empowerment aux victimes et puis de traiter spécifiquement au bon moment Avec des soins adaptés. et À sur quand mesure. et sur mesure. À quand, d'autres maisons de la résilience partout en France alors? On a heureusement les centres psychotrauma qui existent sur le territoire, mais on sait que les moyens sont limités, hein, et donc l'idée de multiplier, ces maisons de la résilience sont aussi un objectif, mais on va déjà valider le travail que l'on fait. On va démontrer aussi la viabilité, hein, de ce modèle, parce qu'on est aussi dans une société où il faut les coûts, et les bénéfices sont des choses, qui Ouais. s'évaluent pour pouvoir diffuser cela. Alors pour finir, pour les victimes qui nous écoutent ou les personnes qui sont intéressées par le sujet, pour celles et ceux qui ne peuvent pas se rendre à la maison de la résilience de Nancy, qu'est-ce que tu leur recommandes ou recommanderais en matière de prise en charge? Avant tout, donc de voir leur médecin traitant, hein, ça c'est une première étape toujours C'est la très base. importante, c'est la base et parfois un traitement antidépresseur est extrêmement utile. Les traitements qui sont dits antidépresseurs, mais en fait, ils jouent aussi sur la régulation des émotions, sur l'anxiété, sur les symptômes, d'intrusion et puis ensuite de se tourner, vers des centres comme les centres psychotraumatiques ou vers des thérapeutes qui pratiquent des thérapies reconnues efficaces dans le psychotrauma, ça c'est très important, telles que le MDR, telles que la TCC, d'exposition, hem et surtout, ces personnes doivent s'approprier leurs troubles. Donc il y a des livres, hein, de self-help, enfin, j'étais pas Ouais. là pour ça, mais j'ai fait un livre qui s'appelle «Le trauma, comment s'en sortir». C'est un livre, en fait, pour que les personnes puissent se saisir et comprendre ce qui leur Ah, c'est bien arrive. de le mentionner, merci. C'est important avec toute une partie qui est agir par soi-même, comment j'agis sur mes émotions, sur mes pensées, sur ma vie, où on a plein d'exercices, de On détaillés. pourra le relayer dans ce podcast, c'est important pour les personnes qui, souhaiteraient lire, cet ouvrage. Donc on explique aussi, bah, voilà, comment on choisit son thérapeute et puis parfois même bah, voilà, même des personnes, qui ont une bonne thérapie, bah, il y a des histoires d'expérience, il y a des histoires d'intensivité, de pluriprofessionnels et donc il faut jamais perdre espoir pour trouver la bonne combinaison de thérapeutes ou le bon thérapeute. C'est ce que j'allais dire. La bonne combinaison, la bonne méthode, mais surtout le bon thérapeute qui va, nous permettre de passer ces étapes vers notre reconstruction. Et il faut être accompagné, mais le travail, il est avant tout fait par la La victime victime, qui doit être prête à cela et nous, on est là pour lui offrir des outils, pour lui offrir une palette, pour respecter aussi ce temps-là de la victime et l'accompagner au mieux. merci infiniment Coraline, c'était, très éclairant et instructif. Moi-même, je dois dire que j'ai appris beaucoup de choses au détour de cet échange, donc merci Merci Caroline. pour, tous ces informations hyper précieuses et pour, celles et ceux qui voudraient avoir plus d'informations concernant la Maison de la Résilience de Nancy, vous pouvez retrouver le lien vers, la présentation de cette structure, en lien dans notre bio. Merci à tous, merci Coraline Merci et à Caroline. très vite pour un autre podcast.